Tiers-livre, Écran de nuit, semaine avec Giorgio Manganelli. Pourquoi? C'est un auteur que personne connaît? Oh non, on est plein à le connaître. Et puis il y a quand même du costaud à se mettre sous la dent. Mais surtout, œuvre folle. Bonhomme fou? Oh non, pas bonhomme fou. Bonhomme qui carbure, bonhomme qui chauffe. Bonhomme qui ronge dans l'écriture. Il y a des zones complètement inégales. Paradoxe, est-ce qu'il y a un livre de Giorgio Manganelli que j'aurais lu de la première ligne à la dernière? Non, aucun. C'est des digressions qui s'en vont là, mais toujours qui reviennent creuser dedans, qui viennent retraverser là. Et là, on n'est pas indemne. Et puis, alors l'idée, puisqu'on le prend en 5 épisodes, on est le 3, c'est d'explorer les versants transversaux d'une œuvre qui, pour ne jamais se répéter, a toujours son espèce de noyau concernant la folie. C'est ce qu'on ira voir juste au numéro 5. Mais en même temps se fabrique ses propres mines, ses propres carrières. Comment on joue avec l'intentionnel pour aller débusquer ces continents où ça vous creuse et vous êtes confronté à vous-même devant ce déballage incroyable de charroi, de lyrisme, d'images. Alors comment il s'y prend, Manganelli, pour fabriquer sa mine? Ce soir, dans l'ensemble des livres, j'en ai choisi 2, qui sont pour moi un petit peu symétriques, même s'ils n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. Un s'appelle La Nuit, l'autre s'appelle Bruits ou Voix. Qu'est-ce qui les rapproche? Qu'on est sous 2 concepts qu'a priori la littérature s'invente progressivement dans son histoire. On peut dater cette histoire. La nuit, vous savez, dans Don Quichotte, le tome 1, le moment du moulin à Foulon, on ne peut pas avancer, on ne voit rien. Donc Don Quichotte et Sancho restent l'un près de l'autre, l'un sur son cheval, l'autre par terre. Il y a un moment où Sancho enlève son gros large pantalon, et tellement il a peur que... Et puis l'odeur monte lentement au nez de Don Quichotte. Et puis, quand la lumière revient, à ce moment-là, le roman peut s'ébrouer de nouveau. Il y a un deuxième exemple d'utilisation de la nuit dans le Don Quichotte, c'est l'arrivée au Toboso. Don Quichotte envoie Sancho porter une lettre à Dulcinée, mais Sancho sait que la Dulcinée qui est réelle dans le cerveau de Don Quichotte ne correspond pas à la réelle Dulcinée que lui connaît dans le village. Il arrive le soir dans le village, va le traverser à mesure que la lumière décline. Au moment où il arrivera là où habite Dulcinée du Toboso, il n'y a plus de lumière. Il y a ça aussi dans Rabelais, avec le récit de la tempête, éclairs et infractions des flambantes nuées. On ne sait pas écrire avec le noir, eh ben on invente un stroboscope. Manganelli, lui, il va faire ça sur tout un livre. La nuit, c'est encore, ça a l'air banal, mais regardez dans Proust si c'est banal. Il y a quoi comme scène de nuit dans Proust? Cette scène fabuleuse où le narrateur, en 1916, en plein milieu de l'éclipse de la guerre 14-18, qui n'est jamais décrite. On a avant, au milieu, il y a cette scène où le narrateur doit traverser Paris, les lumières sont interdites, tout est occulté, et la seule maison éclairée qu'il va finir par trouver, c'est ce bordel pour garçons, où il va retrouver le baron de Charlus. Cette traversée de Paris dans la nuit, totalement unique dans l'œuvre de Marcel Proust. Bruits ou voix, du son, il y en a toujours dans la littérature, mais le traité comme tel, là où le langage et le visuel ont une sorte d'affinité principale. Quand vous voulez faire travailler sur le son dans la littérature, vous croyez que c'est simple? Il y a des textes d'Henri Michaud, moi, dont je me sers. Mais celui-ci, c'est qu'est-ce que ça change au récit si on ne parle que de perception auditive, sonore, à l'exclusion de quoi que ce soit d'autre? Vous croyez que ce sont 2 livres qui dérangent profondément, avec toujours cette même question en arrière, que l'idée du livre ou la question que pose le livre peut-être nous dérange plus que ce qu'ils arrivent, eux, à recréer ou à conquérir. La nuit, c'est chez le promeneur, on le trouve, Bruits ou Voix, c'est ça qui me dégoûte, c'est chez Bourgois, mais c'est plus disponible depuis bien longtemps. C'est une magnifique traduction, Philippe Diméo, encore là aussi un traducteur parfaitement aguerri, renommé. La nuit est traduit
Au promeneur par Dominique Ferraud. Là, je connais pas. Je vais vous faire un cadeau. Si vous suivez bien mes vidéos toute la semaine, vendredi, dans la 5e, pendant 24 heures, il y aura la transcription PDF exacte du livre scanné pour votre usage. Évidemment, strictement privé et personnel. Et je la laisserai 48 heures, pas plus. Juste parce que vous me faites un sacré cadeau à m'écouter. Je lis un petit bout de nuit, et puis je lirai le début de Bruit ou Voix. Mais c'est pareil, qu'on l'ouvre à n'importe quel endroit, ce fichu Manganelli, c'est le même charroi qui vous emporte, d'un bord à l'autre de l'œuvre. Dans ce grand charroi de nuit, il y a un moment, il s'arrête, il y a un tout petit passage, tout petit chapitre, c'est toujours des suites de récits parfaitement séquencés, qui s'appelle Noctambule. Il est suivi d'un autre chapitre. Je vais lire juste, c'est tout début, le 1, 2, 3, 4. Il y a 4 parties qui s'appellent Addenda aux notes sur la nuit substantielle. Giorgio Manganelli. Addenda aux notes sur la nuit substantielle. Une première question qui nous est souvent posée est celle de savoir quelle forme a la nuit. S'il est licite d'utiliser le mot forme pour la nuit. Et si l'existence d'une quelconque forme étant admise, celle-ci est constante et immobile, et enfin, si elle est mesurable, pour ce qu'il en paraît, à qui s'en est occupé cette nuit, à forme de parallélépipède. Elle a été décrite comme une structure de cubes, posés l'un sur l'autre, parfaitement identiques, sans trace de joint. Elle aurait donc la forme d'un solide doté d'une base et de 4 côtés, le tout dirigé vers le ciel. La base résulte du dessin tracé par l'itinéraire d'explorateurs attentifs, et ceux-ci, à dire le vrai, ont exprimé des doutes sur le point de savoir s'ils avaient dessiné un carré parfait, et s'ils soupçonnent qu'ils ont suivi un trajet moins rigoureux, ou obéissant peut-être à une rigueur différente. Il ne faut pas oublier qu'une bonne partie de la nuit couvre une zone maritime, tempétueuse, impitoyable, encline au temps gris par nature et aux perspectives incertaines. Les explorateurs ajoutent qu'il n'est aucunement sûr que la nuit conserve dans les profondeurs marines une forme cubique. Ils ont cependant observé comment le flux des eaux tumultueuses pénètre dans cette nuit avec des vagues impétueuses, mais ils ne sont pas certains d'avoir noté qu'il y ait quelque espèce de reflux. Admettons donc que cette nuit a une base carrée, que d'une manière ou d'une autre, nous sommes en mesure de décrire la forme du cube de base. Et il convient de préciser que la situation de cette base en des lieux en partie accidentés, en partie maritimes, marématiques et boisés, rend pratiquement impossible une délimitation nette de la région nocturne. Et il faut ajouter à cela le soupçon que cette nuit n'est pas parfaitement immobile, bien que l'on ne puisse dire ni comment ni où se produirait un quelconque déplacement, ni d'ailleurs s'il y aurait vraiment déplacement. Mais ce qui paraît véritablement insoluble, c'est la question de la dimension et la forme même de cette ténèbre en direction du haut et du bas. Nous ne savons pas si la nuit a faculté de pénétrer dans le sol, de le creuser, de posséder les lieux intérieurs de la terre. Il est possible qu'il en soit ainsi, mais nous ne savons pas ce qui peut bien se produire en un lieu d'une obscurité naturelle parfaite où pénétrerait la nuit substantielle. Est-il possible que la nuit s'ajoute à la nuit ? Ou bien les deux nuits, différentes par nature et qualité, resteraient-elles distinctes, bien que l'une à l'autre emmêlée, et même coïncidant tout à fait ? En outre, ni l'obscurité naturelle propre au monde souterrain, ni la nuit substantielle n'occupent d'espace, et elles sont un lieu dans lequel il n'y a pas d'espace. L'intérieur d'un rocher souterrain est compact, et cependant nous devons admettre qu'il peut abriter soit l'obscurité qui lui appartient par nature, soit ces ténèbres qui d'une manière ou d'une autre sont naturelles, bien qu'elles soient étrangères à ce que nous entendons par nature. Nous ne savons pas si cette obscurité et cette nuit sont compatibles ou hostiles, ou si elles sont inconscientes de soi et de l'autre. On n'a jamais vérifié si le parallélépipède nocturne ne ressort pas de l'autre côté de la terre.
Et la chose paraît surprenante, puisque désormais ne manquent pas les moyens techniques d'explorer à rebours les antipodes. Comme il est évident, nous ignorons si les cubes superposés de la nuit plongent dans le ciel et jusqu'à quel point. Il se peut que l'aiguille ténébreuse se prolonge absolument sans limite, et qu'il ne nous soit pas donné de la distinguer à cause de l'inadéquation de nos moyens optiques. Certes, s'il était assuré, ou seulement soupçonné, que cette nuit pénètre jusqu'au centre de l'univers, l'âme subtile et cohérente de ténèbres dans la gloire infinie de ces lumières discontinues, l'image du monde dans lequel nous croyons exister en serait singulièrement changée. Il faut ajouter cette autre notation qui paraît fondée. Les divers segments de la nuit substantielle sont habités par des êtres dont nous ne savons rien, qui y résident, à ce point conformés en sympathie avec cette nuit, qu'ils peuvent l'utiliser comme juchoir ou peut-être demeure, nid, forêt, tanière, en fractuosité et labyrinthe. Certains de ces êtres peuvent se déplacer d'un niveau à un autre, mais, croyons-nous, pas entièrement, ce qui pourrait faire supposer que les niveaux sont en quelque manière différents. Mais cela ne paraît pas croyable, et peut-être ces présences obéissent-elles à quelque interdiction juridique ou à des habitudes et des traditions. On se demande s'ils ne sortent pas hors de la nuit des animaux qui viennent toucher notre monde, peut-être le contaminer de cette nuit qui est leur. Mais nous n'en avons pas d'indice certain, et peut-être cette sortie est-elle tout à fait impossible, et ne peut-elle être tentée par aucune forme, laquelle perdrait sa solidité et sa stabilité à la faible mais féconde lumière de notre soleil. Nous ne savons pas si la nuit est tout à fait immobile, ou se déplace, ou tend lentement à s'agrandir, et si de temps en temps un caillou, un arbre, un animal est définitivement admis dans son royaume. De la même façon, nous ignorons si nous pouvons estimer que cette lame plongée dans le ciel est non pas tant infinie que potentiellement telle nuit qui avance sans cesse, incontestée, victorieuse toujours et toujours inadéquate. En tout cas, ceci paraît sûr. L'existence de la nuit nous pousse à décrire un monde particulier que nous ne pouvons pas ne pas définir logiquement comme impossible, bien que dans cette situation innaturelle, il soit devenu naturel pour nous d'en confirmer l'existence. Giorgio Manganelli, La nuit. Comme je l'ai lu intégralement, ce passage, je ne vais pas lire pour bruit ou voix, mais je vous répète, vendredi, si vous avez regardé les 5 vidéos, le livre sera à télécharger pendant 24 heures, clandestinement, sans limite. Ce qui n'est pas disponible, et que ça, c'est un crime. Vous avez vu cette fin sur la question de l'impossible ? Écrire l'impossible, aller dans l'impossible, et tout d'un coup viennent des charrois fous de langue. Et ce renversement, qu'est-ce qu'il nous dit Manganelli ? Et ça a de l'importance ce qu'il écrit lui ? Peut-être pas tant. Qu'est-ce qui nous fascine chez Manganelli ? Que si vous prenez ce point exact, quelle est la forme de la nuit ? Lui, il y voit des cubes, il y voit des animaux, il y voit transpercer la terre pour voir comment c'est de l'autre côté. Et quand on lit Manganelli, il y a cette idée-là. On est déjà nous-mêmes en train d'écrire. Qu'est-ce que c'est pour toi la forme de la nuit ? Comment tu l'écris, toi, la forme de la nuit ? Et là, des auteurs comme ça, il n'y en a pas tant que ça. À demain pour le 4.